Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. S'il mène à son terme le programme qu'il a annoncé cet après-midi, Manuel Valls va probablement contribuer à changer le visage de la France. Soutenir les entreprises, c'est soutenir l'emploi, notamment déclaré le Premier ministre, qui confirme les 2 pactes présidentiels et 50 milliards d'économies. On retiendra un demi-13e mois, 500 € pour les salariés les plus pauvres et un vaste projet de diminution des régions et de suppression des conseils départementaux. Nous avons donc intitulé cette émission Valls le cœur battant, puisque c'est ainsi qu'il a achevé son discours. Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Christophe Barbier est directeur de la rédaction de l'Express, à la une de votre prochain numéro, La vie méconnue de Jésus, mais aussi Valls le manager. Roland Quérol est politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse, le CETAN. Vous êtes directeur de recherche associé au laboratoire politique de Sciences Po. Yves Tréhard est lui éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Votre journal titre aujourd'hui sur l'heure de vérité de Manuel Valls. Enfin, Philippe de Sertine est économiste, professeur de finance à la Sorbonne. Je rappelle la prochaine parution Dans tout espoir de cause, Le monde de demain a déjà commencé. Votre dernier essai paru chez Anne Carrière. Le propos de tout ça, c'est la confiance, Christophe Barbier. Est-ce que vous pensez qu'il a commencé à la gagner aujourd'hui même, le Premier ministre? Non, je ne crois pas. Il le sait lui-même. Il a mis dans l'ordre vérité, efficacité, confiance. C'est en disant la vérité et en obtenant l'efficacité que peut-être il gagnera la confiance des Français. Donc c'est un combat de longue haleine, ou plutôt un combat à 2 temps, comme la valse du même nom. D'abord un temps court, il a 100 jours. Il a 100 jours jusqu'à l'été pour que sa marque soit mise sur les grands aspects de politique économique et sociale, et notamment le pacte de responsabilité, puisque visiblement la confiance qu'il demandait aujourd'hui aux députés sert aussi pour faire un paquet garni avec le pacte de responsabilité. Après, il aura un deuxième temps plus long. S'il a mis sa marque, il aura un temps à l'automne pour commencer à moissonner des résultats. La fameuse inversion de la courbe du chômage, elle doit venir en septembre, octobre, novembre, si Valls ne veut pas être puni au régional de 2015, comme Ayrault l'a été au municipal de 2014. Donc son appréhension avouée et justifiée, il a raison de demander la confiance, le cœur battant, pour reprendre ses propos? Ah oui, c'est quelqu'un qui au moins a le sens du défi et du pari. C'est pas forcément le bon moment pour prendre la France dans cet état-là et appliquer le programme du président matinée de son inflexion personnelle à lui, Valls. Oui, de ce côté-là, le cœur battant, c'est un peu le parieur qui vibre. Il y a les Français, les députés. Est-ce que vous imaginez qu'ils puissent ne pas avoir la confiance des députés? Non, aucunement. On le sait, la gauche de la gauche va voter, sauf quelques individus. Une partie du groupe écologiste va voter, et il y aura sans doute quelques francs-tireurs pour venir abonder dans ce sens-là. Même Frédéric Lefebvre, député UMP, envisageait de voter la confiance au nom de la France et de l'État de la France. On n'imagine pas une assemblée se suicider en refusant la confiance à ce Premier ministre, et donc en demandant au président soit de se soumettre et de nommer un autre Premier ministre qui convienne à cette majorité, ou bien de dissoudre l'Assemblée et donc de précipiter immanquablement la France à horizon de mi-mai, fin mai, dans la cohabitation. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Tenez enfin vos promesses » et je disais en démarrant cette émission, s'il va au bout de ce qu'il a annoncé, c'est le visage de la France qui en est modifié. Oui, c'est clair que c'est un programme important et c'est même un peu la critique qu'on peut faire à certaines parties du discours, c'est que c'est un peu tombé dans le catalogue de mesures qu'on avait parfois peine à discerner exactement, des mesures sur 3 ans qui en tout faisaient tant de milliards. Bon, mais c'est vrai qu'il a abordé tous les secteurs de l'activité gouvernementale et que pour chacun de ces secteurs, il a annoncé des vraies réformes, parfois des bouleversements. Dans la droite ligne de ce qu'avait dit François Hollande le 14 janvier, il met en musique de façon précise et avec une esquisse de calendrier ce qu'avait dit Hollande. Il va avoir la confiance. Au fond, ce grand oral de Sciences Po, parce que tout le monde dit que c'est le grand oral, il y a aussi 3 examinateurs. Il y a les députés tout de suite, ils vont lui donner une bonne note puisqu'il va avoir la confiance. Il y a les médias qui vont interpréter, diffuser, expliquer. Puis il y a l'opinion publique à partir de demain. Et ça va être de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on va passer des députés aux médias et à l'opinion publique. En effet, il ne peut pas gagner la confiance de tout le monde aujourd'hui. Les gens en ont, il l'a dit très bien, assez du discours public et des promesses non tenues. Donc il sait que ça va être une opération de longue haleine. Là, il a beaucoup cajolé sa majorité et même toutes les ailes de sa majorité, la droite du Parti socialiste, la compétitivité, l'aide à l'entreprise, la gauche du Parti socialiste. On a retenu l'élection des municipales, on va faire du social et des allègements de charges qui vont aboutir à une feuille de paye meilleure
pour les bas salaires. Il a été extrêmement sympathique aux écologistes. Une couche sur la BCE. Le climat, la loi sur la transition énergétique, le respect de la diminution du nucléaire. Et il a même tendu la main au Front de gauche et au Parti communiste en disant qu'ils auraient des choses à faire ensemble. Voilà. Donc, le point de départ, c'est la volonté de confiance. Mais ça se construit jour après jour. Vous savez, les députés, ils savent tous, ils ont fait les calculs à partir des municipales. Et ils se sont aperçus dans le groupe socialiste que si ces résultats étaient reproduits dans des législatives, ils étaient, pour beaucoup, morts à l'avance. On dit les 2 tiers disparaîtraient. Voilà, c'est ce qu'ils se disent à peu près. Ouais, les 2 tiers vont disparaître et chacun se dit je vais être dans les 2 tiers. Quoi. Oui. Donc ils ont un vrai intérêt à ce que ça marche. Mais en même temps, ils ont intérêt à être vigilants. Vous voulez dire qu'ils font semblant d'être fâchés ? Non, ils font pas semblant d'être fâchés, mais comme ils sentent qu'ils ont des électeurs fâchés, ils traduisent les angoisses des électeurs fâchés. Comment avez-vous perçu ces engagements forts, hein. On a les 2 pactes, on a les économies qui sont annoncées et l'ébauche d'une réforme territoriale qui, sur le papier, est monumentale. C'est que j'ai l'impression que tout ce que vous nous dites qu'il faut faire comme réforme régulièrement sur ce plateau est annoncé. Alors le fera-t-il, c'est la question, mais voilà, quand vous entendez tout ça, comment réagissez-vous, Philippe de Sertine ? Ça m'embête un peu de citer un 4e public parce qu'il va être un petit peu négatif, c'est peut-être les Européens. Les Européens, là, ils vont avoir une vraie grande question, disant tout ça, ce sont les réformes structurelles que l'on évoque souvent. La vraie question, c'est comment vous allez payer. Et s'il y a un élément imprécis dans le discours du Premier ministre cet après-midi, c'était vraiment ça. C'était de dire, d'ailleurs, même quand on a parlé des 50 milliards, au point d'ailleurs que dans les dépêches de presse, on les reprend telles quelles, on annonce 19 milliards l'État, 10 milliards l'assurance maladie, 10 milliards les collectivités locales. Et vous faites, je recompte, 29, 39, il m'en manque 11. 11 milliards vraiment minimum parce que les annonces qui ont été faites vont probablement coûter encore plus cher. Et donc la vraie question qui demeure en suspens et qui est là extrêmement grave pour l'Europe, extrêmement grave, c'est est-ce que la France a vraiment pensé le coût de ces réformes? Est-ce que la France a vraiment pensé ce qu'il allait falloir assumer par rapport à cela? Vous pensez que ce soir, chez les principaux leaders européens, on se dit, il vient d'annoncer 50 milliards qui s'avèrent, quand on fait le calcul, être 39, ces gens-là sont pas sérieux? Je pense que chez beaucoup de leaders européens, et pas simplement allemands, pas simplement allemands, je crois qu'on est un peu terrorisé de ce qui se passe en France. Vraiment. Terrorisé? Terrorisé, oui, parce que nous avons un vrai risque financier sur l'Europe. En ce moment, on est en train d'auditer les banques européennes. On sait qu'à l'automne, on aura des mauvaises nouvelles. Il faut surtout que la France ait commencé à avancer à ce moment-là. Vraiment qu'elle ait commencé à avancer. Christophe Barbier vient de nous dire qu'il a 100 jours pour mettre en action Oui, son en France, plan. En France, mais en Europe, c'est possible qu'il ait moins. Il y a les européennes fin mai, il y a un rendez-vous franco-allemand très important prévu début juin. Parce que les 50 milliards d'économies étaient annoncés et prévus avant les mesures nouvelles qui coûtent de l'argent qui ont été annoncées aujourd'hui. Donc c'est quand même une charge importante. Un certain nombre de milliards ont été mis sur la table. Et on ne change pas les 50 milliards qu'on cherche par ailleurs. Voilà, c'est quand même un vrai problème. Comment on fait pour financer tout ça? Yves Tréhard, qu'est-ce que vous retenez? Moi, je retiens 3 choses. Je dirais qu'il est dans les clous. Dans les clous du président de la République. C'est la feuille de route du président de la République, en gros. Pacte de responsabilité, très bien d'ailleurs, pacte de responsabilité avec une baisse des charges à la fois patronales et des charges salariales, puisqu'il y a pacte de solidarité qui va ensemble. Et tout ça, d'ailleurs, coûte cher. Parce que, si je fais bien le calcul, on est autour de 15-20 milliards. Il y a les économies qu'exige de nous l'Europe. Et c'est là où j'en viens. Il y a les clous dans lesquels on est. Le flou. Le flou, c'est ces 50 milliards. On ne sait absolument pas comment on va les réaliser. Et le flou vient s'ajouter de toute la dernière partie du discours, très habile pour flatter un certain électorat, plus à gauche sans doute que celui de Manuel Valls, qui est toutes les réformes sociétales. Je ne sais pas si vous avez compris, moi j'ai rien compris. Est-ce qu'on abandonne la réforme pénale? Non. Moi j'ai compris. Moi ça me paraît assez clair, oui. J'ai compris qu'on soulevait le tapis, qu'on mettait réforme pénale, rythme scolaire à la carte. L'euthanasie, on va peut-être en parler. La famille, la GPA, on va peut-être en parler. On met ça, tout ça sous la... Non, il n'y a rien de précis là-dessus. Il est beaucoup plus précis sur le pacte de responsabilité, qui pourtant, là, c'est de l'argent sonnant et trébuchant. D'ailleurs, à mon avis, il a 100 fois raison. Et il met ça de côté. Après, donc, les clous, le flou, mais moins mou.
C'est-à-dire que le Premier ministre... Non, il n'y a pas de loup. Non, on retiendra quand même, soyons sérieux, on retiendra de ce discours. C'est un bon discours de Premier ministre, après on n'est pas obligé de partager son idée, mais il y a quand même du souffle, une très belle chute, qui était évidemment à sa mesure, hein, puisque il fait pouvait l'objet de notre là-dessus titre. vibrer les trémolos. Et une introduction un peu longue, un peu trop longue, j'ai trouvé, mais enfin, ça n'a rien à voir, c'est en rupture avec le Premier ministre précédent, et c'est en rupture avec le ton de Hollande aussi. On va reprendre tout ça dans l'ordre avec différents extraits de l'intervention du Premier ministre Manuel Valls. Trop de souffrance, pas assez d'espérance. Le chef de gouvernement s'adresse aux Français et au-delà de la confiance qu'il demande aux députés, il est très clair que c'est bien aussi le pacte de responsabilité qui est mis aux voix avec une baisse du coût du travail, l'allègement des cotisations patronales, un SMIC zéro charge. Manuel Valls annonce par ailleurs la suppression d'une série de réductions d'impôts et de taxes qu'il qualifie lui-même de faible rendement pour les salariés du pouvoir d'achat avec ses 500 €, soit un demi-13e mois par le biais, là aussi, d'une baisse des charges qui n'est pas pour autant expliquée. On l'écoute. Trop de souffrance, pas assez d'espérance, telle est la situation de la France. Et c'est conscient de cette réalité que je me présente devant vous. Les Français nous regardent. Ils attendent beaucoup de nous. Je dirai donc la vérité aux Français. Je la leur dois. Vérité sur la situation d'urgence de notre pays. Vérité sur les solutions qu'il faut y apporter. La France est un moment de son histoire où il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de redonner confiance aux Français dans leur avenir. Sans croissance, pas de confiance. Et sans confiance, pas de croissance. Et je le dis sans détour, nous avons besoin de nos entreprises, de toutes nos entreprises, de nos PME, de nos start-up, de nos artisans, de nos associations, de nos coopératives. Entreprendre, créer, prendre des risques, libérer les énergies, embaucher, c'est cette démarche positive que je vais encourager parce qu'elle fait du bien à notre pays. L'idée du pacte de responsabilité et de solidarité est simple. Chacun doit s'engager pour l'emploi. C'est une initiative novatrice dans un pays comme le nôtre. Et il faut maintenant donner corps à ce pacte. D'abord, il y a le coût du travail. Il doit baisser. C'est un des leviers de la compétitivité, pas le seul, mais il pèse lourd. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait engagé le mouvement avec la création du crédit d'impôt compétitivité emploi qui doit atteindre 12 milliards cette année et 20 milliards l'année prochaine. Nous porterons les allègements du coût du travail à 30 milliards d'ici 2016. Au niveau du SMIC, les cotisations patronales à l'URSSAF seront entièrement supprimées au 1er janvier 2015. Zéro charge pour l'employeur d'un salarié payé au SMIC. Pour les salaires, jusqu'à 3,5 fois le SMIC, c'est-à-dire, ne l'oublions jamais, plus de 90% des salariés, les cotisations famille seront abaissées de 1,8 point au 1er janvier 2016. Cela représente un allègement supplémentaire de près de 4,5 milliards d'euros pour relever l'investissement. Le gouvernement agira aussi par la fiscalité. D'abord, en réduisant les impôts de production, comme la C3S, contribution sociale de solidarité des sociétés, payée par 300 000 entreprises. Elle sera entièrement supprimée en 3 ans. Cela représente environ 6 milliards d'euros de marge supplémentaire, dont 1 milliard dès 2015. Concernant l'impôt sur le résultat des sociétés, la surtaxe instaurée sous la mandature précédente, comme cela devait être prévu, sera supprimée en 2016. Le taux normal de cet impôt sera par ailleurs abaissé à 28% en 2020, avec une première étape intermédiaire en 2007. Le pacte, je l'ai dit, le président de la République l'avait indiqué,
est un pacte de solidarité également. Il doit améliorer le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes. Le meilleur moyen, c'est d'agir sur les cotisations salariales pour augmenter le salaire net, celui que l'on touche à la fin du mois. Dès le 1er janvier 2015, elles seront diminuées pour les salaires au niveau du SMIC pour procurer 500 € par an de salaire net supplémentaire. Y aura-t-il un vote à part pour approuver le pacte de responsabilité, nous demande un téléspectateur. Oui. Normalement, il y aura un nouveau débat et normalement suivi d'un vote. Moi, ça m'a pas paru sûr dans l'allocution du Premier ministre. C'est-à-dire qu'il était contradictoire. Il a dit dans un premier Moi, temps j'ai l'impression que ça passe avec. il attendait, enfin, qu'il était là pour faire passer justement le pacte de responsabilité. Oui. Mais il a dit que... Mais ça peut se faire, excusez-moi, est-ce qu'on peut faire son vote de confiance dans lequel on inclut, si je puis dire, des sous-partis Vous semblez dire que ça n'est pas ce qu'il a annoncé, mais est-ce que ce genre de choses peut se faire? C'est ça le... Ça me paraît absolument invraisemblable de voter à l'avance quelque chose qu'on n'a pas sur la table. Enfin, j'ai déjà vu des bizarreries parlementaires, mais celle-là encore pas. Où il va y avoir, c'est sur les 50 milliards d'économies. Oui. Sur le pacte de responsabilité, ça me paraît assez clair qu'il est voté hilar. En revanche, sur les 50 milliards d'économies, il est convenu qu'ils reviennent devant l'Assemblée nationale parce que aucun de ces ministres n'a le détail de ces économies à réaliser. Ils ne le savent même pas eux-mêmes. Donc il ne peut pas travailler sans que tout le monde soit prévenu. Ça, il n'y aura pas de fuite. Hein. Il y aura un collectif budgétaire. Il y aura un collectif budgétaire. Et qui lui est annoncé. Alors, Christophe Barbier. Le texte, le prononcé fait foi, comme disent les cabinets ministériels, et le texte nous renseigne là-dessus. Le président de la République avait indiqué que le gouvernement engagerait sa responsabilité sur ce pacte. C'est ce que je fais aujourd'hui devant vous. Donc le vote d'aujourd'hui englobe le pacte. Mais, ajoute Manuel Valls, il y aura d'autres débats, d'autres votes. Vote de texte, vote de confiance, on ne sait pas. Fin avril, le Parlement sera saisi du programme de stabilité et au début de l'été, un projet de loi de finances rectificative sera examiné. Les 100 jours, ils sont là. Le pacte de stabilité, le programme de stabilité, c'est pour l'Europe, globalement. Et puis après, il faut en faire la traduction budgétaire avec les lettres de cadrage sur le budget 2013 qui vont arriver en même temps que les lettres de cadrage sur le budget 2014, puisque 2014-2015, puisqu'on aura à ce moment-là le programme complet de l'année prochaine. Donc on va avoir là 100 jours où ça va chauffer très très dur quand même dans les calculettes ministérielles. Et sur le plan politique, est-ce qu'il y a une prise de risque vis-à-vis notamment de l'aile gauche du Parti Socialiste qui était réfractaire au pacte de responsabilité? Il y a une prise de risque qui, d'ailleurs, l'histoire se répète, parce que cette prise de... En 1984, quand Laurent Fabius vient faire son discours de politique générale, les communistes à l'époque, qui étaient des écologistes d'une certaine façon de Valls, eh bien, s'étaient abstenus. Mais après, ils s'étaient opposés, ils avaient voté contre, notamment, le budget de l'année suivante. Là, eh bien, on peut considérer qu'il est en danger à tout moment vis-à-vis des écologistes, auprès desquels, d'ailleurs, il n'a quasiment rien dit. La transition écologique, on est passé très vite dessus. Il a dit qu'il était... Il n'a pas dit comment il faisait. Yves. Moi, je veux bien qu'on me dise... il n'a pas parlé de Fessenheim, il a simplement dit que, eh bien, on baisserait de 75 à 50% d'ici à 2025. Il a pris la ligne Hollande. Non, mais il a répété la promesse du candidat Hollande. Il dit on va le faire dans des délais avant l'été. Oui, mais avant l'été. Là, il va revenir devant l'Assemblée, et là, il peut se heurter à un vote qui soit un vote négatif de la part des écologistes. Et puis pour toute la... On a bien compris qu'ils sont eux-mêmes divisés. Pardonnez-moi, enfin, je veux dire, sur le ceux fond, qui se disent ça vaut le coup de tenter, ils sont prêts à voter quelque chose, mais ils ont besoin de savoir quoi. Et ceux qui sont contre sont de toute façon contre. Donc ça... et sur les économies, sur les 50 milliards, là, il va avoir affaire, bon, à la gauche de la gauche, c'est normal, puisqu'ils sont déjà contre, mais à une partie des députés du Parti Socialiste, ça c'est évident. Il a le temps d'ici là, puisqu'il n'engagera pas sa confiance à nouveau sur ces textes-là, il a le temps de trouver, notamment pour la loi de finances à l'automne, des centristes. Les centristes auront passé les européennes, les centristes seront en recomposition sur un budget de rigueur, de sérieux, d'économie. Les centristes viendront abonder éventuellement si c'est nécessaire. Il a rappelé Mendès France au début. Mendès France, rappelez-vous, avait demandé la confiance, enfin l'investiture, sans compter les communistes, qui étaient déjà à l'époque l'aile remuante. Valls se met dans la même position. Je pense que sur un budget 2015 de rigueur, pour être dans les clous européens, pour aider les entreprises, il aura le temps d'aller trouver les centristes qu'il lui faudra s'il lui manque, non pas les écolos, ils ne comptent pas, ils ont la majorité 100, mais les 10, 15, 20 socialistes qui pourraient faire des... C'est la logique d'un discours de politique générale. Vous annoncez un certain nombre de réformes, on voit à peu près où il veut aller, il y a une feuille de route, et ensuite, réforme par réforme, il faut retrouver une majorité au Parlement. C'est clair qu'il va avoir des risques sur chacune des réformes.
temps en temps avec les écolos, de temps en temps avec l'aile gauche du Parti socialiste, de temps en temps avec les uns et les autres. Et de temps en temps avec son propre ministre de l'économie. On a bien noté, moi j'ai trouvé qu'il a fait quand même quelques concessions fortes, on va dire, au discours d'Arnaud Montebourg, en évoquant la question de l'euro, la question de l'euro trop fort d'abord, et puis en évoquant aussi, on va dire, le terme, ou en récusant le terme d'austérité. Il l'a dit vraiment très clairement, c'est pas une volonté d'austérité, justement, ce qui correspond exactement à la terminologie qu'avait réfuté Montebourg. Donc, bon, vous me direz, c'est de la sémantique, hein, parce que si vous avez les mêmes mesures et que vous appelez simplement ça de la rigueur et pas de l'austérité, mais enfin, c'est quand même d'aller dans le sens de Montebourg, là, a priori. Et là, lequel Montebourg a quand même froncé le sourcil au moment des départements. Oui, il va avoir une partie très... Parce que là, on parle du Parlement français, mais il va avoir une partie très serrée à jouer à Bruxelles. Bien sûr. C'est quand même la première fois depuis très longtemps qu'un Premier ministre français évoque à la tribune de l'Assemblée l'euro trop cher, de 10%. Oui. Et alors là, je pense que... Excusez-moi, c'est un scandale? Je n'ai pas dit que c'était un scandale. Parce que tout le monde le dit. Mais ça, il peut le dire Qu'on ici. soit pro-européen ou pas, libéral ou non, enfin, je veux dire, tout le monde dit on a un euro qui est très haut, ça pose des problèmes. Le fait que le Premier ministre de la France le dise, ça vous semble... Le problème que c'est une chose est de le dire à Paris, une autre chose est de le dire à Bruxelles. Mario Draghi On va voir. lui-même, il y a quelques jours, a tenu des propos qui ont amené un léger dégonflement de l'euro. Donc il peut y avoir là une forme d'harmonisation. Il n'a pas eu des propos très sympathiques pour la BCE. Non, bien sûr, mais moi je comprends que Valls fasse ça Même par la rapport à son aile gauche. Bundesbank n'est plus totalement opposée à une dévalorisation de Bien sûr. l'euro. Donc Peut-être que le moment est venu. Peut-être qu'avec un gouvernement de coalition en Allemagne, mais ça sera Valls de le faire, ça sera aussi à Hollande, dans la grande initiative franco-allemande qu'il nous promet. Roland Querol, vous me disiez, et c'est assez juste, enfin oui, sauf que là, c'est quand même le Premier ministre de la France qui le dit. Donc, Oui, ça donne quand même une force incroyable à la déclaration. On a quand même un type qui dirige les affaires de la France, qui dit froidement à l'Europe, la BCE fait ce qu'elle... elle n'est pas sur une politique d'investissement comme le sont ses sœurs anglaises, allemandes et japonaises, il le dit clairement quand même. Et donc il critique ouvertement la politique de la BCE et son résultat, qui est un euro trop fort. Ça, c'est quand même une pression de la France qui ne peut être prise que comme telle par les Européens. Moi j'ai insisté sur cet aspect européen. Je crois quand même qu'il faut rappeler qu'on a à la tête du gouvernement quelqu'un qui était opposé à la Constitution européenne, qui a voté certes à la fin, qu'on a à la tête de notre diplomatie quelqu'un qui a voté non à la Constitution européenne, et à la tête de l'économie quelqu'un qui est contre en tout cas le mode de fonctionnement, c'est-à-dire Montebourg. On a vraiment quand même déjà là, on n'a pas de ministre de l'Europe, on aura peut-être un secrétaire... Ce soir ou demain, on l'aura. Non, mais pas de ministre plein, c'est quand même important. C'est la première fois que ça arrive. C'est quand même un signe fort quand on va être obligé, quand on a besoin tellement de négocier avec l'Europe. Et le jour de l'investiture du Premier ministre, on a un discours dans lequel on va dire on a quand même très peu de concessions qui sont faites à l'approche européenne. Quand vous additionnez tout, ça fait quand même quelque chose qui peut à terme donner une opposition assez frontale. Et encore là, nous oublions les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale. Oui, alors là, Ils vont, n'en parlons même pas. beaucoup plus loin. Mais je vous propose de ne pas nous engager là-dedans tout de suite. On vient de voir une partie de ce qui relève du pacte de responsabilité, l'ordre aux entreprises, la croissance, ça se discrète pas, ça se stimule avec pragmatisme et volontarisme, nous dit le Premier ministre. Je viens quand même à la partie qui concerne les Français, ce que j'ai appelé un demi-13e mois. Voilà, est-ce que c'est une mesure qui vous semble importante et qui mérite d'être retenue? Voilà, ça fait 50 € par mois. C'est la mesure qui va être retenue principalement, parce que c'est une mesure très concrète. Oui. Donc en gros, c'est de supprimer les charges, les cotisations, oui. salariales, d'un SMIC à un SMIC,3, si ma mémoire est bonne. Oui. Et donc ça représente, grosso modo, par salarié, 500 €. Vous savez Qui ce qu'a fait- dit Jean-Claude Mailly il y a quelques instants sur ce même plateau. Il a dit mais pourquoi il n'augmente pas le SMIC? Oui, mais non. Demi-13e mois. Et je pense que la réponse non, est dans la question, mais la voilà, réponse est dans la je vous laisse question. la prendre en Non, charge. c'est important. Donc J'arrive. ça coûte combien ça? Ça coûte grosso modo, je crois, 4 milliards d'euros, qu'il va falloir trouver. Parce que le problème, c'est qu'on parle beaucoup des 50 milliards d'euros qu'il nous faut trouver en économie dans le fonctionnement de la Maison France. Mais à ces 50 milliards d'euros, il faut ajouter évidemment les 30 milliards et donc maintenant les 35 milliards des baisses de charges patronales, salariales et des crédits d'impôt aux entreprises. Donc ça fait... C'est contradictoire énormément. ou il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans la Non, mais c'est machine? simplement qu'il nous faut faire 85 milliards d'économies sur... parce qu'il y a un manque à gagner. D'un côté, si vous voulez, Ah oui. l'État va devoir faire... L'État, la sécurité sociale et les régions, les collectivités territoriales vont devoir faire 50 milliards d'économies. Et en plus, il va y avoir un manque à gagner de l'État
avec ses crédits d'impôt et ses baisses d'impôts, enfin ses baisses de cotisation, de l'ordre de 35 milliards. Christophe Barbier n'a pas l'air d'accord. Deux explications possibles, parce qu'en effet, il manque les 11 milliards. D'abord, ils espèrent que la machine économique va être relancée, que la croissance va revenir et que les recettes de l'État vont augmenter. Et donc le gap sera moins important à franchir. Ma question à l'origine, c'est les 500 € dans la poche des Français qui touchent les salaires les plus faibles. Deuxième explication, c'est ces 500 €-là. Si vous voulez éviter que les gens refusent des emplois et préfèrent garder des allocations chômage ou du RSA, et ben vous pouvez, et il parle de justice, diminuer ces allocations. Parce qu'il n'a parlé de 10 milliards d'économies que sur l'assurance maladie. Oui. Il reste tout le reste des comptes sociaux. Peut-être va-t-il s'attaquer, peut-être, à ces allocations diverses et variées, qui sont aussi des trappes qui empêchent la reprise d'emploi. On connaît les effets pervers RMI, RSA. Peut-être va-t-il s'attaquer à ces seuils pour peut-être grignoter d'abord de l'argent pour faire des économies pour l'État et ensuite inciter à la reprise d'emploi parce qu'on baissera les allocations de ceux qui refusent de prendre un emploi. On est en train d'inventer des salaires, j'allais dire à l'allemande. Enfin, moi, je suis patron, j'entends. Non, pas du tout. Non, oui ou non? Non. Au contraire, on augmente le pouvoir d'achat d'un SMIC conforté. D'un vrai SMIC. Conforté par un demi-13e mois, comme il a dit. Non, mais D'accord. si vous reprenez l'exemple. Alors après, vous m'expliquerez en quoi c'est bon pour la compétitivité du travail. Non, ça n'entre pas en ligne de compte, là, pour les 500 €. Non, mais ce qui est important, là, c'est exactement ce qu'avaient fait les Allemands aussi, c'est de dire, on enlève les cotisations sociales, donc, mais attention, ces cotisations, elles servent à quelque chose, donc il va falloir trouver un financement, et on les donne en salaire aux salariés. C'est-à-dire, vous voyez, c'est ça la grande différence. Donc il y a une contradiction entre les deux pactes. Mais c'est ça. Ou alors on essaie de faire des formes géométriques qui n'en sont pas. C'est ça la grande question. Quand Jean-Claude Mailly vous demande ça, c'est clair. C'est-à-dire, c'est pas l'entreprise qui paie. C'est-à-dire, le salarié reçoit plus. Avant, l'entreprise payait pareil. Oui. Sauf que avant, elle payait une partie aux salariés et une partie en son nom à, par exemple, l'assurance chômage, etc. Ouais. Et là, maintenant, ça va lui être donné. Donc maintenant, c'est lui qui reçoit tout. In the pocket, c'est du pouvoir d'achat. Et l'entreprise ne paie pas plus cher. Mais le problème, effectivement, c'est de dire, mais qui va payer entre les deux? C'est-à-dire, est-ce qu'on va alourdir ailleurs? Est-ce que c'est en effet du financement qu'on doit trouver par ailleurs? C'est ça l'énorme question que l'on n'a pas. Et là, en effet, ça, on n'en sait rien. Et là, très clairement, ça n'a rien à voir avec la compétitivité. C'est une idée de relance de la demande. Roland Cairol? Oui, moi je crois en effet que pour ceux qui gagnent le SMIC ou jusqu'à 1,3 le SMIC, d'ailleurs c'est pas totalité, c'est proportionnel. C'est proportionnel. C'est lissé en quelque sorte. Oui, pour qu'il n'y ait pas d'effet de seuil, ce qui est assez logique. Vous l'avez quand même. Oui, il y a un moment où il faut bien. Il y a quand même. Bon, ça veut dire que pour ceux qui vont être dans cette situation-là, c'est un gain net de pouvoir d'achat et on sait que c'était une demande très forte de ces citoyens qui n'arrivent pas à boucler le fin de mois. Ça, à mon avis, ça peut être pris qu'avec faveur. Mais les syndicats vont pas bien le prendre. Ils vont pas bien le prendre et ils ont commencé. Vous parliez de Mailly. Moi, j'entendais Stéphane Le Pen disait que quand on dit Thierry Le Pen, pardon, que quand on va gagner 10 milliards sur l'assurance maladie, ça veut dire que comme il y aura quand même des dépenses naturelles, sa crainte, lui, c'était que ce soit les salariés qui aient besoin de payer par des assurances privées la différence. Même chose, ce qu'on enlève aux chefs d'entreprise pour donner à l'URSSAF, faut quand même bien financer l'URSSAF. Donc ça fait quand même des transferts de charges qui sont encore un tout petit peu mystérieux. Alors, ça n'est qu'un discours de politique générale, on va nous préciser tout ça. Mais il y a quand même encore beaucoup de questions qui se posent sur les financements. Alors venons-en maintenant aux économies. Ce sera bien 50 milliards, sauf qu'il en manque 11 dans le premier décompte, 19 pour l'État, 10 pour l'assurance maladie et 10 pour le millefeuille territorial. Suppression de la moitié des régions, suppression des conseils départementaux après un long débat et dans tous les cas, la fin de la fameuse clause de compétence générale. Si ces annonces aboutissent, c'est un véritable bouleversement du visage actuel des territoires français. Manuel Valls rappelle que chaque Français est endetté publiquement à hauteur de 30 000 €. La reprise économique est là, mais elle est fragile. Nous devons l'entretenir comme un feu naissant, l'accompagner. Et les efforts que nous faisons sur la réduction de nos déficits, sur nos réformes structurelles, sur la compétitivité des entreprises, sur le coût du travail, ne doivent pas être balayés par un niveau trop élevé de l'euro. La Banque centrale européenne mène une politique monétaire moins expansionniste que ses consoeurs américaines, anglaises ou japonaises. Et c'est dans la zone euro que la reprise économique est la moins vigoureuse. Je suis profondément attaché à la solidité du couple franco-allemand et je reste convaincu que la France ne peut pas se passer de l'Europe. Mais je suis aussi convaincu que l'Europe
ne peut pas se passer et ne se passera jamais de la voix de la France. Je vous propose un changement de rythme pour éviter tout recours à l'impôt et pour financer le redressement de notre économie. 50 milliards d'euros d'économies sur 3 ans, de 2015 à 2017. L'effort doit être partagé par tous. L'État et ses agences en prendront la plus grande part, 19 milliards d'euros. 10 milliards proviendront de l'assurance maladie et 10 milliards supplémentaires des collectivités locales. Notre indépendance financière, mesdames et messieurs les députés, passe aussi, nous le savons tous, par des réformes de structure. La France est prête à ces réformes, et notamment celle de ce que l'on appelle le millefeuille territorial. Je propose 4 changements majeurs susceptibles de dépasser les clivages partisans. Nos régions doivent disposer d'une taille critique. Ainsi, elles auront tous les leviers, toutes les compétences pour accompagner la croissance des entreprises et encourager les initiatives locales. Je propose de réduire de moitié le nombre de régions dans l'Hexagone. Sur la méthode, il s'agit de faire confiance à l'intelligence des élus. Les régions pourront donc proposer de fusionner par délibération concordante. Mais en l'absence de proposition, après les élections départementales et régionales de mars 2015, le gouvernement proposera par la loi une nouvelle carte de région. Elle sera établie pour le 1er janvier 2017. Mon deuxième objectif, c'est l'intercommunalité. Une nouvelle carte intercommunale fondée sur les bassins de vie entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Mon troisième objectif, c'est la clarification des compétences. C'est pourquoi je proposerai la suppression de la clause de compétence générale. Ainsi, les compétences des régions et des départements seront spécifiques et exclusives. Enfin, mon dernier objectif est d'engager le débat sur l'avenir des conseils départementaux. Mais je vous propose leur suppression à l'horizon 2021. Et je sais pouvoir compter sur beaucoup de compétences et d'énergie sur tous les bancs de cette Assemblée, parce qu'il y a eu dans ce domaine, pour les régions, l'intercommunalité, la clause de compétence générale et les départements, déjà beaucoup de propositions. Il faut en parler, mais maintenant, il faudra le faire. Alors c'est exactement la question que nous posent téléspectateurs et téléspectatrices. La réforme principale n'est-elle pas la suppression du millefeuille ? L'annonce la plus forte, la plus originale, la plus courageuse, c'est celle-là. Avec un calendrier qui ne l'engage pas trop, parce qu'en 2020, on n'aura peut-être plus le même président, on n'aura à coup sûr plus le même Premier ministre. Néanmoins, il a raison. À force de dire on en parle mais on ne le fait pas, on finit par se retrouver avec un boulet à chaque pied. Il a raison de poser le débat, que ce soit la clause de compétence générale ou la suppression des départements, et un calendrier. Maintenant, il va trouver sur sa route des tas d'opposants, à commencer en effet par son ministre de l'économie, mais aussi d'autres à droite comme à gauche, qui vous disent le département c'est l'identité, le département c'est la justice sociale parce que c'est le guichet de distribution des aides, le département c'est l'histoire, être à une journée de cheval de son chef-lieu, ça correspond à quelque chose. Le département, c'est le dernier moyen de sauver et d'entretenir la ruralité, parce qu'il n'y a pas des métropoles partout. Vous vous rendez bien compte Il va que falloir même dans répondre à les toutes ces arguments que questions. vous utilisez, qui ne sont pas les vôtres, mais que vous transmettez, l'histoire de la journée de cheval, pardonnez-moi, mais Peut-être, voilà, mais quand ça on a- ne s'entend plus ce genre de choses. Mais Enfin, quand on a voulu supprimer, comme le rappelle on va Henri pas Guénaud, monter sur Belle Chocotte pour quand savoir on a voulu sous supprimer- préfecture. quand on a voulu supprimer le numéro du département sur une plaque d'immatriculation, ce qui avait aucune conséquence dans la vie quotidienne des gens, là, les voitures roulaient toujours aussi vite, ça changeait rien. Ça a été un tollé. Ça a été un tollé parce que les Français sont un peuple sentimental et que ces choses-là, c'est important. Voilà. On a transformé les côtes du Nord en côtes d'Armor, la Basse-Seine en Seine inférieure, etc., pour des raisons de fierté et d'identité. Donc il faut faire attention avec ces choses-là. Je suis né en Seine-et-Oise, ça n'existe plus, je C'est- m'en suis remis après quelques années C'est d'analyse. très joli, mais les Voilà. Bas-Alpes, Alors, les Bas-Alpes, c'était un peu Il y humide. a une détermination de Manuel Valls sur ce sujet. C'est vraiment le point nouveau, je dirais, de tout l'ensemble du discours qui a été prononcé aujourd'hui, avec une détermination que je ne peux pas lui enlever, mais avec quand même, je voudrais mettre en garde sur quelques points.
La clause de compétence générale qu'il veut retirer, et heureusement qu'il la retire, il y a 2 ans, M. Ayrault nous la remettait. C'était dans le discours, d'ailleurs, son discours de politique générale en arrivant à l'Assemblée nationale, il y a 2 ans. Donc, au bout de 2 ans, ils se sont aperçus que finalement, c'était quand même ridicule que toutes les collectivités territoriales puissent faire tout et n'importe quoi. Sur les régions, je vous laisse imaginer la suppression de 11 régions métropolitaines d'ici au 1er janvier 2017, à quelques 4 ou 5 mois avant l'élection présidentielle. Moi, je veux bien, j'attends de voir. La carte d'intercommunalité... Il a expliqué le processus. Hein. Les régions se mettent d'accord entre elles. Oui, on n'a jamais réussi à le faire. Parce qu'il y a eu des tentatives, notamment en Alsace, notamment en Normandie, et à chaque fois, ça a été un niet total. Mais sinon, c'est exactement sinon l'État prend le relais en s'appuyant sur un dialogue avec le Sénat. Oui, et en Alsace, c'est les départements, il a raison. Sénat qui sera de droite. Oui. Il fait tout ce calendrier de réforme avec un Sénat chargé des territoires qui va être un acteur majeur, qui sera de droite à partir de l'automne, selon toute vraisemblance. Jean-Pierre Raffarin va faire ça très bien. Jean-Pierre Raffarin a échoué quand il était Premier ministre avec un Sénat de droite aussi. Il va en mettre une couche, vous allez voir. Un petit détail encore. Alors, les intercommunalités, moi je veux bien, mais ça veut dire qu'on reprend tout le chantier sur les métropoles, alors que les maires, notamment des grandes villes, se sont cassés la tête pendant des mois et des mois. Nathalie Ils vont refaire ça tout ça. très bien. Non, je pense surtout à Marseille, à Lyon, où Collomb est arrivé à faire quelque chose. Est-ce qu'il va devoir... Alors là, sur les départements, il se peut qu'il supprime les conseils départementaux sans supprimer les départements. Absolument. Alors, je pense ce que je voulais faire remarquer, c'est que l'expression était assez, non pas floue, mais il parle de la suppression des conseils départementaux, ce qui veut dire qu'on peut avoir des départements qui continuent de vivre, je dirais, avec leurs étendards, leurs intitulés, mais sans assemblée constitutive. C'est le conseiller territorial de Sarkozy. C'est ce que Sarkozy voulait faire, le conseiller territorial. Donc. Les socialistes ont viré leur cutie depuis le début du quinquennat. Il y avait eu un projet Le Branchu, qui a été soumis au Sénat, qui non seulement réduisait pas le millefeuille, mais rajoutait une couche, et puis une deuxième, parce qu'il y avait un organe de coordination de toutes les couches. Des chamelles et un peu de fromage râpé. C'était ahurissant. Et c'est Hollande qui a, la dernière fois, au 14 janvier, qui a sifflé la fin de cette récré invraisemblable. Et tout ce qu'a dit aujourd'hui Valls, Hollande l'avait dit dans sa conférence de presse. Donc il est dans la droite ligne de la nouvelle ligne socialiste. Alors évidemment, s'ils respectent un calendrier pareil, ils sont très forts. Parce que il a dit très bien, je compte sur des gens sur tous les bancs, mais il peut compter sur tous les bancs pour des gens pour s'opposer aussi. Moi, je connais 1 ou 2 présidents de région qui feront tout faire pour empêcher que leur région soit... Je regardais la tête de Ségolène Royal, je suis pas sûr que même elle, qui était à la tête de la plus petite région de France, elle ait très envie d'aller... On a tous regardé Montebourg sur les départements et tous regardé Ségolène Royal sur cette histoire de région. Eh oui. Donc, moi, sur le calendrier, j'ai des doutes. Mais je me dis, il a raison de faire du forcing tout de suite, parce que la phrase qu'a rappelée Christophe, on en a parlé sans arrêt, commençons à le faire, c'est une phrase juste quand même. Il reste que, ça veut dire quoi? Donner au département une compétence spéciale et supprimer les conseils généraux. Moi, je ne trouve pas ça très clair. Qui va gérer démocratiquement les compétences qui vont être données au département? Le préfet. Ah ouais, mais c'est quand même, ça peut pas être le préfet qui s'occupe de la distribution des aides sociales dans un département. Ça serait assez choquant démocratiquement. Donc il y a déjà, apparemment, on a des sous-préfectures qui vont sauter aussi, si j'ai bien compris. Oui, qui vont s'adapter au cadre de vie. Et de la même façon, moi, sur l'intercommunalité, je suis pas d'accord avec Yves. Je crois que celles qui ont réussi à se faire seront évidemment respectées, puisqu'il s'agit de faire en sorte que dans chaque cadre de vie, on s'adapte. Puisqu'elles vivent en quelque sorte. C'est ça, on s'adapte au cadre de vie qui aura été créé. Je trouve que c'est pas mal. Et les régions, c'est la même chose. Tout le monde sait, depuis 1964, si vous regardez les débats sur la création des régions en 64, tous les types qui connaissaient les problèmes régionaux ont dit mais c'est beaucoup trop toutes ces régions. C'était 20 régions à l'époque. Il en faudrait la moitié moins. Et depuis, dès 64, c'était obsolète, ça ne marchait pas. C'est pas pour faire des frais de fonctionnement en moins, comme le dit un vieux discours poujadiste. C'est parce qu'il faut une masse critique pour des régions, pour tenir le coup dans la concurrence européenne. Dans une Europe présent sur l'investissement dans une vraie Europe des régions. Donc tout ça va quand même dans le bon sens, même si je crois qu'on n'imagine pas
tollé que ça va faire à chaque niveau. Je voulais vous faire remarquer Et le retard qu'on prendra. que vous êtes tous en train d'argumenter que finalement ce sont de très bonnes idées, Oui. qu'on devrait y aller, mais qu'apparemment ça va être difficile. Alors, À la comme fin de le la dit- cla- la fin de la comme clause dit de l'économiste compétence- en chef. La fin de la clause de compétence générale, c'est quand même bon à prendre. bah, c'est bien sûr, sûr, ah, bien ça, c'est sûr. Moi, ce qui me frappe évidemment, d'ailleurs même dans le discours et dans les différentes composantes, et surtout dans celle-là, c'est la ressemblance avec le discours du nouveau Premier ministre, enfin du nouveau chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, qui est parti lui aussi, pareil, sur une logique. Le rythme est plus soutenu dans l'annonce des réformes Mais- chez Matteo Renzi. Exactement. Et donc moi, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Matteo Renzi light. Oui, mais non, mais c'est la même. Vous avez à peu près la même structure, avec simplement ce calendrier interminable à la française. Et là, pour le coup, à mon avis, là, les calendriers qui sont envisagés sont les plus gros écueils par rapport à ces réformes que l'on a déjà vues dans le passé. On a eu à chaque fois des annonces, on va le faire doucement, et à chaque fois, à l'intérieur des majorités, vous avez immédiatement des lobbies qui se mettent en place, et finalement, rien qui se fait. À mon avis, si on doit aller, par exemple, vers une disparition des départements, il faut aller très vite. Comme pour beaucoup de problèmes qui ont été évoqués, en fait, le problème de la France, c'est qu'elle traîne beaucoup trop. Du coup, ça coûte cher, ça prend du temps, les gens voient pas les résultats, et finalement, à la fin, on a les élections désastreuses, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils perdent et qu'il n'y a rien qui change. Mais parce que vous oubliez deux caractéristiques françaises, c'est que pour faire passer de telles réformes, il faut une légitimité suprême. Qu'est-ce qui donne la légitimité suprême? Un référendum, personne ne va se risquer au niveau national à faire un référendum là-dessus. Les Français répondront à côté, ils sur autre répondront chose, non. mais sur Sinon, c'est la présidentielle. Et donc le calendrier de Manuel Valls, il est adapté au calendrier électoral. On a parlé des sénatoriales, il y a les régionales en 2015. Et surtout, tout ça sera mûr pour qu'à la présidentielle, le candidat de son camp dise « si je suis élu, je le ferai ». Et en étant réélu, si c'est Hollande, eh bien il aura la légitimité pour le faire, plus personne ne pourra s'y opposer, ça aura été validé. Il n'y a pas de présidentielle en Italie. Pardonnez-moi, Christophe Barbier, mais vous oubliez une troisième composante importante de la France, c'est le niveau de sa dette. Et 3 ans, c'est beaucoup trop long. Je suis désolé. Là, vous voyez, là, pour le coup, c'est évidemment toujours la vision froide des chiffres. Mais les 3 ans, dire, ah bah oui, il faut attendre la présidentielle parce qu'en France, c'est pas possible, eh ben, on risque d'avoir très très vite le problème. Les comptes publics, c'est accessoire, a dit Arnaud Montebourg hier en Allemagne. On est d'accord. Oui, non, mais attendez, d'accord. excusez-moi, pas du tout. Enfin, au même moment, Michel Sapin disait il nous faut absolument assainir nos comptes publics pour faire revenir la croissance. Et en effet, dans la même ville et au même moment, Arnaud Montebourg disait la croissance Comme ça, tout le monde est content. Oui, mais vous vous souvenez, Michel Sapin en Allemagne. C'est là où c'est peut-être grave. Alors. Michel Sapin en Allemagne, il est bien perçu comme la personne qui a promis qu'on allait inverser la courbe du chômage et qui l'a pas faite. Alors, c'est aussi une inquiétude du point de vue des Européens. Sur la réforme territoriale, il n'y a qu'un petit problème, si vous voulez, mais que moi je ne manque jamais d'évoquer quand je rencontre un homme politique. Je dis, mais vous gagnez combien d'argent en réformant ce millefeuille là, Oui. en supprimant ce qui était à l'ordre du jour, les régions, Monsieur Raffarin, au doigt mouillé 8 milliards d'euros. Mais personne n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on va encore, ça c'est typiquement français, se lancer dans des réformes sans que personne ne sache précisément ce que ça peut nous faire économiser. Et ça, c'est un des problèmes aussi. Oui, mais alors on fait rien. Non, moi je suis pour qu'on fasse quelque chose, mais j'aimerais bien que les hommes politiques disent et sachent précisément ce que ça... parce que souvent, on ajoute des problèmes parfois aussi. Hein, en Non, supprimant Yves a des raison, choses. mais encore une fois, je crois que la principale raison pour faire cette réforme, ça n'est pas faire des économies. Et donc la dette me paraît pas le problème en la matière. Il y a beaucoup d'autres moyens d'essayer de réduire les déficits et de s'attaquer enfin à la dette. Mais là, il s'agit de donner une logique, et une logique économique au fonctionnement de notre décentralisation. Et en effet, qu'on ne sache pas exactement ce que ça va rapporter in fine, c'est embêtant, mais c'est pas si grave. De toute façon, il faut le faire. Avec une inquiétude sur la ministre chargée de le faire, Maryse Lebranchu, qui est une ministre protectrice des acquis, des conservatismes, des administrations. Elle l'a montré pendant 2 ans à la fonction publique. Donc je pense que Valls, et on en a un premier témoignage, va s'en occuper en personne. Il va jouer à Mauroy, Sans doute. et il va avoir une ministre qui exécutera. Un discours fluide avec de la force et du sentiment. Manuel Valls va chercher la confiance en faisant vibrer la fibre tricolore et même nationale. Hommage rendu même à l'arrogance française qui se veut universelle. Soyons fiers d'être français, ajoute le Premier ministre, qui achève son discours en affirmant « Je vous demande, le cœur battant, de m'accorder votre confiance ». La France, c'est un pays de liberté. Cette majorité, oui, elle est belle, la France. Oui, elle est belle, la France. Cette majorité l'a montré en ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Mais je souhaite l'apaisement. On écoute. Et c'est la volonté du président de la République. Et c'est aussi cela la gauche.
la gauche est fidèle à elle-même et à ses valeurs quand elle sait s'adresser à tous et rassembler. Rassembler, unir, apaiser, c'est ce que nous demandent des Français aujourd'hui trop inquiets sur bien des sujets. Il faut croire en nous-mêmes et en notre jeunesse, celle notamment de nos quartiers populaires, victimes trop fréquemment, je le sais, des discriminations. Et la République et la France ont besoin de cette jeunesse dynamique qui a soif d'avenir, qui a soif de réussite, qui a soif d'école, qui a soif de formation. Mesdames et Messieurs les députés, soyons simples, soyons fiers d'être Français. La France est un pays qui a toujours vu plus loin que lui. La France est un pays qui porte son regard au-delà de lui-même. Et moi, je me battrai pour qu'il continue à voir plus grand, car c'est cela, être Français. La France, c'est cette envie de croire que l'on peut pour soi et pour le reste du monde. La France, ce n'est pas le nationalisme obscur, le repli sur soi, c'est la lumière de l'universel. La France, oui, c'est l'arrogance de croire que ce que l'on fait ici vaut pour le reste du monde. Cette fameuse arrogance française que nos voisins nous prêtent souvent, c'est en fait cette immense générosité d'un pays qui souhaite se dépasser lui-même. Et la France a cette même grandeur qu'elle avait dans mon regard d'enfant, la grandeur de Valmy, celle de 48, la grandeur de Jaurès, de Clémenceau, de Gaulle, la grandeur du Maquis. Et c'est pourquoi j'ai voulu devenir Français et être Premier ministre du gouvernement de la France est un immense honneur pour moi. Et je me dis qu'il y a peu de pays au monde qui permettent à des citoyens nés à l'étranger, qui ont appris les valeurs de la République, de prendre les plus hautes fonctions de l'État. C'est pour ça que j'aime profondément ce pays et c'est pour ça que je suis fier de m'adresser à sa représentation nationale. C'est cela la France et ce sont ces valeurs qui doivent aussi, les uns et les autres, nous rassembler. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous devons rester. Ne rétrécissons pas la France, ne rétrécissons pas ses rêves. Et je vous demande, le cœur battant pour la France, de m'accorder votre confiance pour qu'ensemble, cette confiance, nous la rendions aux Français. Je crois qu'en fin d'intervention, le Premier ministre était extrêmement ému. Alors, le vote est entre 19h15 et 19h30, hein ? Normalement. Voilà. Donc au moment où nous parlons, au moment où nous faisons cette émission en direct, les députés n'ont toujours pas accordé leur confiance, cette confiance qui leur est demandée par le Premier ministre, qui emploie des termes pour parler du pays. Il fait aussi un diagnostic qui a des aspects quand même très sombres, hein. Il nous dit qu'il a besoin de rassembler, d'unir et d'apaiser. C'est ce qu'on dit d'un pays qui va mal, Roland Quérol. Oui, d'ailleurs, il a pointé certains des maux de ce pays, la montée du racisme, la montée de l'antisémitisme, l'homophobie. Enfin, il a été en effet assez juste dans la description des maux de la société française, et à la fois dans sa volonté de s'y opposer au nom des valeurs universelles de la France et de celles de la République, et aussi dans une volonté de rassemblement. Et je crois que ça, c'est aussi un message, si j'en juge par les études qualitatives qui sont faites ici ou là, qui est devenu extrêmement fort. Il y a aussi, par rapport à la politique, une espèce de ras-le-bol de ces gens qui se disputent tout le temps, qui ne nous donnent que de mauvaises nouvelles, alors qu'il se passe plein de choses formidables dans ce pays, qui a un vrai dynamisme. On attend quand même de ceux qui nous dirigent un minimum de cohésion, de rassemblement, d'envie de dépasser un peu ces anciens clivages. Et je trouve que dans cette dernière partie, avec en plus la dose d'émotion de l'ancien immigré devenu français et devenu Premier ministre, il a transmis un peu de tout ça et que ça faisait quand même plutôt plaisir à entendre. On a cette question, Christophe Barbier, qui est quelles sont les cartes entre guillemets, que possède Valls et que n'avait pas Ayrault. Alors c'était très intéressant parce que c'est évidemment, je pense, la question qu'on se pose tous. En l'écoutant cet après-midi, on découvre une nouvelle énergie. Mais voilà, quelles sont les cartes qu'il n'a pas, qu'il a en plus. Il a cette carte de l'énergie et plus globalement de son style, parce que derrière l'énergie, il y a du muscle dans la manière de parler, dans la manière d'agir. Il a comme deuxième carte une certaine forme de modernité. Il y a une dizaine d'années d'écart entre les deux hommes, mais c'est pas la même génération. Voilà une génération qui est vraiment nouvelle. Il a une troisième carte
qu'on n'a pas encore assez commenté, c'est son expérience de Matignon. Parce qu'il est Premier ministre depuis une semaine, mais il a déjà passé 3 ans avec Michel Rocard à voir tous les rouages de cette maison. Et il a repassé plusieurs années aux côtés de Lionel Jospin avant de se lancer dans la politique. Il connaît par cœur le fonctionnement et les pièges de Matignon. Ne pas s'enfermer dans le bureau, ne pas s'y installer, rester, aller toujours sur le terrain, sortir, avoir une vie normale, comme il le dit lui-même. Il a cette expérience-là. Enfin, un dernier atout, mais qui est un atout à double tranchant, l'urgence de la situation, la peur panique des députés qui se disent si on continue comme ça, on est tous liquidés en 2017. Le fait que peut-être il obtiendra des avals sur ces réformes territoriales, sur d'autres décisions difficiles, parce que les députés, parce que les Français se diront bon, ça fait mal, mais là on n'a plus le choix. Ça peut aussi être une chance, un atout pour Manuel Valls. Dernier atout, un président très très affaibli, la moitié de la popularité de son Premier ministre. Donc Hollande l'attend au coin du bois, Hollande le surveille, il ne va pas se comporter en vice-président. Mais tout de même, le président est obligé de remettre les clés du camion à son Premier ministre. Istréa. Moi, je crois qu'il a une carte supplémentaire qui est qu'il sait où il va. Il sait précisément quel est son projet politique. Et pour une part, ce qu'il nous a dit cet après-midi, notamment sur le plan économique, le reste, je suis désolé, mais tout ce qui est réforme sociétale, pour moi, il les a à la fin avec des grands mots et tout, mais il les a mises de côté. Vous avez fait le signe tout à l'heure, c'est Oui, sous le oui, tapis d'après vous. Mais enfin... Ça correspond précisément à son idée du socialisme renouvelé, social-démocrate, pragmatique et tout ça. Et je me demande même, en l'écoutant cet après-midi, alors qu'il avait fait d'ailleurs une première sortie télévisée qui était vraiment très mauvaise, quand il est arrivé sur le plateau de TF1, je crois 24 heures après, si ça ne va pas, justement, on ne va pas se diriger vers une diarchie, cette fameuse diarchie que condamnait le général de Gaulle à la tête de la Ve République, c'est-à-dire avec un président de la République qui est difficilement audible, qui n'a pas le charisme du Premier ministre, qui n'a pas cette énergie physique qu'a ce Premier ministre, et que si ce Premier ministre continue sur sa ligne en respectant sa feuille de route, eh bien, à mon avis, on va se poser la question de savoir où est le président de la République. Est-ce que le président de la République, alors l'autre est très... Sauf qu'il est en train, à la virgule près, d'appliquer le programme de François Hollande. Oui, mais il sait le faire passer. Il sait le faire passer. Beaucoup plus que le président de la République. Et il va être sur le terrain, sans arrêt. Alors que quand on est à l'Élysée, on est plus en retrait, on est plus derrière. Donc, on va voir la suite, mais je pense que la carte, le programme qui est présenté là, et ce que n'aurait pas pu faire Manuel Valls d'ailleurs s'il avait été nommé Premier ministre dès la victoire de François Hollande, parce qu'il aurait été obligé d'être moins tranchant d'une certaine façon sur le plan économique, et bien là, il arrive avec un programme qui est à sa mesure et qui lui correspond. Il y a aussi des contraintes politiques. On a envie de vous dire à vous qui souhaitez que le pays connaisse des réformes importantes. Oui, mais en même temps, j'avoue moi que cette dernière partie du discours, effectivement, m'a touché en tant que citoyen. Et c'est important d'un point de vue économique, parce que c'est-à-dire on a toute la partie technique que nous avons évoquée, et qui n'est pas drôle, et qui forcément, du point de vue des Français, ne suscite pas l'enthousiasme. Mais je crois que nous devons être dans cette logique de tournant de notre société. Et donc là, derrière, avec la présence de cet homme, d'un vrai homme, de chair et de sang, qui vous parle de lui-même, tout d'un coup on se dit « Ah, mais peut-être qu'on peut envisager autre chose après ». C'est-à-dire il y a vraiment quelque chose qui doit être réfléchi en expliquant aux Français où on va plus tard. Tout ce qu'on est en train d'évoquer, il va falloir y passer. Ok, mais c'est pourquoi ? Et là, tout d'un coup, quand il y a cette dimension-là... Il y a un sens et un cap. Voilà, exactement. Et ça, à mon avis, c'est peut-être la force que peut avoir Manuel Valls, que n'a probablement pas prévu le président de la République en le mettant à ce poste-là. C'est cette fin de discours où d'ailleurs il lit plus. Ça se voit très bien, quoi. Tout d'un coup, sa voix change, il y a quelque chose de différent. On a l'impression qu'il s'émancipe en quelque sorte, et de son texte, et peut-être aussi de celui qui l'a mis à cette place. Et ça, je crois que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans l'avenir. Roland Quérol. Moi, je ne partage pas les angoisses de Yves sur la diarchie, et sur l'inévitable. Non, c'est peut-être même que c'est avec plaisir que tu envisages tout ça, mais moi, je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute, qu'on est vraiment dans le fonctionnement de la Ve République. On a un président qui décide toutes les orientations, et ensuite on a un Premier ministre qui le met en musique et qui fait en sorte que les administrations suivent. Tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui, Manuel Valls, sur chaque point, Hollande l'avait déjà dessiné. Le problème, c'est que
Hollande, il a mis 2 ans pour arriver à se fixer sur une politique. Et que beaucoup de Français, pas seulement ceux qui étaient un peu pervers et qui voulaient qu'il échoue, beaucoup de Français, avec la meilleure bonne foi du monde, comprenaient plus où il allait, avaient le sentiment qu'il y avait un pas en avant, un pas en arrière. Nous, on a essayé de voir ici souvent, depuis septembre 2012, qu'il y avait désormais une logique social-démocrate. Mais comme il y a eu sur les impôts des allers-retours, il y avait cette espèce de flou sur le cap. Maintenant, Hollande s'est fixé. Et il s'est fixé, clairement. Et Valls ne fait que décliner. Alors, il le fait avec énergie, l'énergie qui manque à Hollande, c'est très important. Mais c'est quand même Hollande qui est le patron. Et je crois que le fait que Valls soit, comme vous l'avez tous décrit, ça va en fait contraindre Hollande à être plus aussi communicant. Oui. Je crois que, loin d'être oubliés, ils vont tous les deux avoir un registre de communication qui est celui de la Ve République. Les grandes orientations, l'avenir, et puis celui qui met en musique et qui donne la confiance. Parce que c'est ça qui était important. C'est que, en économie, on ne fait rien sans confiance. En politique, on ne fait rien sans confiance. Et la confiance avait disparu de ce pays. Ils ont là, ça va durer quelques mois et on va voir ce que ça donne, récupérer des fils possible pour restaurer la confiance. Mendes France, qui a été cité par Valls tout de suite, disait l'ennemi, le plus grand ennemi s'appelle la méfiance. Et c'est vrai qu'il y avait aujourd'hui de la méfiance qui s'était emparée de cette société contre tous ses décideurs, à commencer par les politiques. Si on commence à avoir un discours, pas seulement énergique, mais qui en effet tisse en permanence les liens pour montrer qu'on sait où on va, et qu'on y va ensemble, ils ont là un petit moment dans le quinquennat dans lequel ils peuvent renverser la tendance. Juste un mot, la parole publique est une langue morte, a-t-il dit, c'était une des belles formules de cet après-midi. Oui. Les ennuis commenceront pour ce couple si la réussite est au rendez-vous. Si Valls a des résultats, alors là il va vouloir jouer sa carte et là il va y avoir une sorte de cohabitation interne ou alors on va revivre le Balladur Chirac des années 93-95 au sein de la gauche entre les deux. Et l'on passe aux questions SMS après avoir évoqué Chaban et Pompidou. Qui attend le plus de l'autre, la majorité parlementaire de Valls ou Valls de la majorité parlementaire? Bon, la majorité parlementaire attend de Valls des résultats. Ils sont paumés. Roland l'a dit, ils retournent dans leur circonscription, ils se font engueuler. Ils savent bien qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Ceux qui sont pour une rupture économique avec de la gauche dure, de la relance, une rupture européenne, sont minoritaires, mais ils parlent fort. Ceux qui sont pour une social-démocratie pragmatique sont majoritaires, mais ils n'ont pas de voix assez haute. Donc non, ils attendent de Valls qu'ils réussissent parce que c'est la seule chance d'avoir un président de gauche en 2017 et de ne pas avoir une lessiveuse législative dans la foulée. Alors justement, on parle de la confiance de la majorité à l'égard de Valls, mais qu'en est-il de celle de Hollande pour son Premier ministre? Alors j'ai bien compris qu'il y avait deux analyses divergentes. Non, je crois qu'on est assez proche en analyse et je pense que Christophe a fait la synthèse. C'est-à-dire que si Valls réussit, évidemment, Valls va être aux yeux de l'opinion celui qui a fait réussir la France. Et celui qui a fait réussir le président de la République, donc celui qui est le plus fort des deux. Ça paraît assez évident. On ne peut d'ailleurs souhaiter pour notre pays que ça marche, hein, ça c'est sûr. Mais je pense que François Hollande est quelqu'un d'extrêmement malin aussi et qu'il aura des moyens pour essayer de contrôler un Premier ministre, comme on disait de l'ancien président de la République, impétueux. On emploie souvent le même adjectif pour Manuel Valls. Rocard avait réussi. C'est un excellent livre de Catherine Ney consacré au premier. Exactement. Rocard avait réussi, ça faisait de l'ombre à Mitterrand. Mitterrand a viré Rocard. Oui, absolument. Ah, très bonne question. Le quinquennat est presque à la moitié. Ah oui, c'est pas pareil. Quelles sont les mesures susceptibles d'entrer en vigueur dans les 3 prochains mois? Voilà une bonne question. Alors, on reprend. Oui, on réfléchit. Il les a datés. Il y a des choses... Le pacte de responsabilité. Oui. Le pacte de responsabilité et les économies de 50 milliards, ça commence le 1er janvier 2015. 15. C'est le CICE en réalité. Et quand même la transition énergétique au mois de juin. Une loi, mais avec des applications peut-être différées. Alors, une loi de finances rectificative qui, elle, va serrer les boulons un peu partout, là, dès le En fait, il n'y en a pas. On rappelle ce qu'on appelle une loi de finances rectificative. On reprend le budget voté à l'automne dernier pour toute l'année 2014. On constate qu'il faut le corriger parce que les recettes prévues sont pas là, où il y a trop de dépenses, où il y a des crédits gelés qu'il faut dégeler ou faire disparaître. Et on rebricole tout ça. On y intègre. Et ça inclut les 50 milliards? Ah bah non, parce que c'est pas sur un an. D'accord. Pas sur le budget. Alors, non, mais ça va, comme on dit, l'impacter, bien sûr, évidemment. Rien avant 2015, nous demande un téléspectateur. Non. En gros, oui. C'est là où il y a un péché originel du quinquennat Le crédit Hollande. impôt
impôt sur les sociétés, normalement, il doit Non, le couvrir CICE, oui, c'est pas l'annonce d'aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Donc c'est le péché originel de Hollande, c'est des réformes fiscales à l'envers au début. Et quand Jean-Marc Ayrault, en novembre, nous dit remise à plat de la fiscalité, c'est trop tard. Oui. Le budget a été adopté. Donc on a pris un an de retard dans la vue. Donc là, oui, il y a une course contre le temps qui est un peu funeste. Ce discours en demi-teinte, débité d'une voix autoritaire, était-il à la hauteur des enjeux énormes du pays, nous demande un téléspectateur. Voilà. Je dirais pas autoritaire, c'était une voix d'autorité. D'abord, il a continué à parler. Malgré le chahut indécent de certains députés, il a même parlé par-dessus les interventions de Claude Barthelone pour essayer de faire taire les chahuteurs. Il a continué comme s'il était sourd aux perturbateurs. Donc il y avait quelque chose d'assez solide dans cette manière de parler. C'est pas un grand orateur, Manuel Valls, c'est pas une langue chantournée, les envolées lyriques sont quand même assez carrées, mais tout de même, il y avait cette impression un peu rocailleuse, un peu solide. L'Assemblée ressort-elle grandie quand on entend rire, invective et vocifération pendant le discours du Premier ministre? Non, c'est une honte. C'était Mais on leur honteux. dit jamais, là, c'est incroyable. Le président de l'Assemblée nationale a été assez discret de ce point de vue. Il n'a pas cherché à reprendre, mais je crois que c'était parce que c'était le premier discours de Manuel Valls. Donc, Voilà, pour le premier discours du Premier ministre. oui, Je peux vous ça dire, l'aurait je peux vous dire, haché, ça l'aurait j'ai interrompu été sans arrêt. regardé sur Twitter et sur les forums de discussion. C'était massif pendant la première demi-heure. Les gens, par milliers, disaient que c'était un scandale. Et j'ai cru que les micros étaient mal réglés pendant 5 minutes. C'est un scandale. C'est un scandale. Bon, mais pardonnez-moi, ils ne se rendent pas compte? Et c'est Ou pareil ils pensent que toutes les c'est semaines. intelligent? Mais ou toutes je les sais pas. semaines, aux séances de questions, c'est le même cirque. Voilà. Donc, Mais les séances de questions, c'est un oui, exercice de style spécifique de la vie républicaine. On peut la trouver très décevante par moment, mais voilà, je dirais. Mais Ça là, fait- on a ça le Premier fait- ministre qui arrive, il C'est est pas mis en. sérieux. Ça fait malheureusement partie du folklore politique français. On laisse pas parler, on s'invective, on s'interrompt. C'était pareil sur la Regardez, Troisième République, quand vous avez une émission avec des experts divers, on s'écoute et on se parle. Dès que vous mettez trois politiques dans une émission, ça devient inaudible. Il y a cette vraie difficulté que les politiques ne respectent pas cette espèce de façon d'écouter les autres. On rentre dans le dur. Valls fera-t-il fermer la centrale nucléaire de Fessenheim? Il n'en a pas parlé. Ce qui est quand même important alors qu'il est dans un dialogue avec les Verts. Encore une fois, sur l'écologie, il a dit deux choses. La loi de transition énergétique dans laquelle on ne sait absolument pas ce qu'il y aura. Est-ce qu'il y aura une fiscalité contre le diesel? Parce que c'est là où il est attendu. Et cette fiscalité sur le diesel, Une écotaxe. elle va beaucoup peser sur les Français, sur une grande partie des Français. L'écotaxe, dont on ne sait pas l'avenir, et même si Madame Royal nous a semblé qu'elle voulait plutôt l'abandonner sur les bons conseils de Jean-Yves Le Drian, qui est le breton de service et qui sait ce que ça lui coûterait à François Hollande dans la région bretonne notamment. Et puis la troisième C'est chose, sûr que dès que vous allez en Bretagne, vous comprenez pourquoi les Bretons n'y sont pas favorables. Voilà. Parce que Et la troisième il suffit chose, de monter dans une voiture pour se rendre il compte nous que a c'est dit- grand la Bretagne. Il nous a répété un engagement qui, à mon avis, ne coûte rien, c'est de dire qu'on va baisser la part de production d'électricité nucléaire en France de 75 à 50% d'ici à 2025. Et il nous a pas parlé de Fessenheim. Non, ça mange pas de pain là, d'ici à 2025. Ah non, ça mange pas de pain. Voilà. La baisse des charges sur le SMIC ne va-t-elle pas encourager les bas salaires? Vous voyez, c'est une question que se pose des. Oui, ça, il y a un effet cliqué. Alors, il y a ce risque-là. On voit d'ailleurs que par rapport au CICE qui était sur 2 SMIC, là, on est monté sur 3,5. C'est-à-dire, justement, on s'est rendu compte au réglage que ça avait un effet cliqué et que, en effet, ça empêchait de passer, ça empêchait les augmentations, quoi, si vous voulez. Donc, il y a en effet ce risque. Valls dit que l'euro est trop fort, mais comment font les pays qui réussissent avec le même euro? Tiens, ça aussi c'est pour vous. Une bonne question. Oui, ils exportent beaucoup et quand ils exportent... Non, mais le problème, la France... On dit, tout à l'heure même, il disait, la croissance n'est pas bonne dans la zone euro. Mais attendez, vous mettez la France au niveau de l'Allemagne, tout d'un coup, parce que la France, elle plombe la croissance de la zone euro. Si vous la mettez au niveau de l'Allemagne et simplement à zéro en termes de balance commerciale, immédiatement, la zone euro est une des meilleures du monde. Je vous signale que le FMI a annoncé aujourd'hui être optimiste pour la France et estime même que notre pays va rattraper le rythme de croissance allemand avec des prévisions revues à la hausse, 1% en 2014 et 1,5% en 2015. C'est le dernier atout éventuel de Valls, avoir de la chance. Il a vu Jospin avoir de la chance, il a vu Rocard avoir de la chance, arriver à un moment de l'histoire du monde où d'un seul coup les vents de la croissance Et se ni mettent l'un à ni l'autre souffler. n'ont été président de la République. Voilà. Non, mais il croit qu'il va C'est la avoir de la France qui est chance. importante. Mais il laisse des traces dans l'histoire, donc Oui, voilà. c'est la France qui est importante. Ben, on sait, ils sont peut-être mandésistes.
Que vont penser les agences de notation de cet énième discours dont les mesures sont irréalisables pour nos finances? Boum! Et on était dans la bonne humeur, on se disait, il se passe quelque chose, et crac, on prend une... Qu'en dites-vous, Philippe de Sertine, de ce commentaire? Honnêtement, les agences, elles écoutent pas tellement les discours, hein. D'ailleurs pas plus en France qu'ailleurs, elles regardent vraiment les chiffres. Donc ce qu'on va attendre, c'est les premiers chiffres en effet, et regarder notamment ce qui va se passer au moment de la loi de finances rectificative avant juillet. Hollande a trouvé le manuel pour se servir de sa boîte à outils. C'est assez drôle comme remarque, non? Oui, tout à fait. Et puis, un peu de ça, non? C'est une plaisanterie qui tourne sur Internet depuis un certain temps. Ah oui. avec Valls aussi, on peut faire des tas de jeux de mots musicaux, c'est très pratique. Si Héros, c'était bien aussi pour les jeux de mots, ça n'a pas vraiment fonctionné. Si Manuel Valls réussit tout ce qu'il promet dans son discours, sera-t-il notre futur président de la République? C'est une vraie question. C'est extrêmement compliqué, même s'il réussit, de défier pour lui le président sortant de son camp. Donc il faudrait vraiment que Hollande fût empêché, renonce et puis désigne Valls comme dauphin après 3 années de succès pour qu'il soit le candidat la prochaine fois. En revanche, s'il réussit, qu'il s'en va en 2017, quel que soit l'avenir de la gauche, il va peut-être incarner autre chose pour plus tard, pour 2022. Ça passe vite, il a 50 ans. La compétition, c'est pas uniquement entre Valls et Hollande. Il peut y avoir d'autres candidats. 22h40 pour la rediffusion de cette émission. Merci infiniment les uns et les autres d'y avoir participé. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, bien entendu, nouveau C'est dans les rangs direct, il sera 17h45. Et auparavant, Axel de Tarlet recevra son invité toujours en direct. Très bonne soirée, à demain. Mille merci. C'est dans l'air et c'est aussi sur France5.fr.